Et la technologie, il y a quelque chose de magique, ça nous aide vraiment chaque jour, mais si c'est mal utilisé, ça peut très vite devenir une source d'exclusion. Et donc, Mm. moi, je n'ai pas envie que ça arrive, ça, et donc j'ai choisi d'avoir toutes les clés en main pour expliquer à d'autres personnes correctement comment elles peuvent tirer le meilleur parti de la technologie pour être le plus indépendant possible. Bienvenue à Broadcastability, un podcast pour, par et à propos des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Ce podcast fait partie du projet Proud à l'Université de Toronto. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web fr.theproudproject.ca. Le projet Proud est basé à l'Université de Toronto, sur les territoires traditionnels et ancestraux des Hurons-Wendat, des Sénèques et des Mississaugas de la rivière Crédit. Nous aimerions également reconnaître les autres terres autochtones de l'île de la Tortue où nous menons nos recherches et enregistrons ce podcast, dont les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Bonjour, je m'appelle Chloe Atkins. Je suis la chercheuse principale du projet Proud. Je suis professeure de sciences politiques à l'Université de Toronto et je recherche les enjeux du handicap. J'ai une maladie épisodique qui fait que j'ai beaucoup d'expérience personnelle avec l'emploi et le handicap. Bonjour, je m'appelle Isabelle Avakumovich-Pointon et je suis l'assistante de recherche pour le projet Proud. Je suis étudiante en doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique et je recherche l'histoire des personnes en situation de handicap. Du côté personnel, j'ai moi-même des handicaps invisibles. Alors, notre premier invité de la deuxième saison de Broadcastability est Vincent Léon. Il est un expert dans le domaine des technologies et il habite en Belgique. Vincent travaille comme salarié au CRET, le Centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées, ainsi que comme indépendant chez Apple. Oui, les technologies le passionnent et il encourage l'utilisation des technologies accessibles pour avancer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans cet épisode, Vincent raconte son propre parcours professionnel et il partage ses conseils pour améliorer l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu professionnel. Du coup, moi, je suis Vincent Léogne, j'ai 33 ans, je travaille dans le secteur des technologies. Mon problème de vue est arrivé, un petit peu après la naissance. Et donc, c'était la panique à bord, le stress complet pour mes parents. Et c'est déjà pas facile d'être parent avec un enfant qui voit, mais là, il y avait une petite difficulté qui s'ajoute en plus, qui s'est ajoutée. Et donc, le premier contact, ça a été le corps médical, quoi, finalement. C'est le médecin qui a dit, OK, votre enfant, il ne va pas bien voir et on ne pourra jamais rien faire pour lui. Et donc, en fait, c'est ce corps médical qui a conseillé à mes parents que je sois dirigé un petit peu vers l'enseignement spécialisé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et sauf que mes parents, ils ont très vite dit, OK, sans doute c'est une bonne solution, mais ils ne voulaient absolument pas que je reste euh, avec d'autres personnes déficientes visuelles tout le temps, 24 heures sur 24, parce que ils avaient peur que je ne développe pas les bons codes, quoi, les bonnes manières de faire socialement. Et ça, je pense ils avaient vraiment raison. Et donc, je faisais le trajet chaque jour, c'était 2 heures de trajet pour aller à l'école, du Wow. coup. Mais avec le recul, c'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire parce que je constate autour de moi que les d'autres personnes déficientes visuelles que je croise et qui sont focus 24 heures sur 24 dans un enseignement spécialisé, dans un internat et tout, ben forcément, les codes sociaux ne sont pas là.
Et, et c'est dommage. Et donc, allez, grâce à ça, quand je rentrais à la maison, bah, il me rappelait que, en fait, non, non, les gens qui voient, ils regardent les gens dans les yeux. Donc, toi, tu vas aussi nous regarder dans les yeux. Ils m'ont appris ça, à regarder les gens dans les yeux. Euh, enfin voilà, je vivais comme si j'avais comme si mon problème de vue n'existait pas, mais tout en ayant à l'esprit qu'il est quand même là, quoi. Parallèlement à l'école, quand j'étais plus petit, mes parents ils m'ont inscrit dans un mouvement de jeunesse. Et donc, ça veut dire que tous les week-ends, je rencontrais d'autres personnes qui, elles, voient. Et on faisait, enfin, il y avait toutes sortes d'activités qui étaient organisées. Et donc, très vite, avant même d'étudier la pédagogie, en fait, j'ai dû expliquer à ces personnes, à mes camarades, OK, je ne vois pas bien. Donc, voilà, aussi aux animateurs qui étaient là. Très tôt, j'ai dû le faire. Et, et voilà, c'est sûr que si on jouait à cache-cache, bah, ça marchait pas pour moi. Il restait caché longtemps, quoi. Oui. Et voilà, ça, c'est toutes des petites choses qu'on a dû mettre en place. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la suite, quoi, de très très tôt devoir expliquer mon handicap finalement, comment je fonctionne. Et en fait, ben, ça m'a permis de me rendre compte que si tu expliques à quelqu'un comment il faut faire, que tu lui donnes les bonnes clés, ben, généralement, ça fonctionne très très bien. Très souvent, c'est parce qu'il y a une méconnaissance en face que ça ne fonctionne pas ou que les choses sont plus compliquées. Mais si tu, enfin, avec le recul, je trouve que c'est de ma responsabilité aussi d'expliquer à la personne en face de moi qui n'a jamais vu une personne non-voyante ou malvoyante comment il faut faire, comment ça fonctionne. Je ne peux pas lui en vouloir. Enfin, c'est normal, elle ne connaît pas. Vous voyez, Oui, oui. c'est normal. Et D'accord. donc, du coup, petit à petit, comme je l'ai fait très tôt, c'est naturel, je trouve, pour moi de faire ça. Ouais. Je vais juste demander, parce que vous parlez de la magie de la technologie. Pourriez-vous nous décrire votre première expérience avec la technologie accessible à vous? Alors, au tout début du début, ma première expérience avec la technologie, c'était euh, un ordinateur équipé de Windows, mais un ordinateur qui avait un lecteur d'écran, mais un lecteur d'écran qui fonctionnait en mode de démonstration. Concrètement, ça veut dire que ben, toutes les 40 minutes, je devais redémarrer mon ordinateur pour relancer la technologie d'assistance. Et Wow. c'était folklorique. Parce que, en fait, parce que mes parents, sans être sûrs que ça allait fonctionner, ils ne voulaient pas investir 1 500 € juste dans un logiciel, quoi. Enfin, pour eux, ils ne comprenaient pas. Enfin, c'est quand même une somme importante. Et si ça ne fonctionnait pas, ben, qu'est-ce qui allait se passer? D'autant plus que mes parents, ils n'ont pas un bagage technologique. Enfin, ils s'intéressent, c'est très bien pour eux, ça marche, ils sont très contents. Mais c'est tout, ils vont pas commencer à chercher, ils sont pas passionnés par tout ça. Par Mm. contre, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Pierre et qui était éducateur à l'époque dans cette école. Et lui, c'est lui qui m'a transmis le virus, cette passion pour la technologie. Il était vraiment passionné par la technologie, il était excité, il me montrait un clavier, il arrivait à te dire qu'un clavier, c'était dingue, génial, c'était super. Et en fait, quand j'allais le voir, ben, il n'y avait pas de cours vraiment, mais juste on était assis, on parlait de la pluie et du beau temps. Et moi, je lui disais, ah, j'ai envie d'apprendre ça. Il dit, ah oui, ok, demain, je te ramène un livre, demain. Et il m'a toujours encouragé, quoi, vraiment à poursuivre, à poursuivre toutes mes idées, parfois un peu folles que j'avais. Et, en fait, c'est ça, en fait, l'attitude qui m'a vraiment tiré vers le haut. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, c'est mon collègue. Sans doute que si je ne l'avais pas rencontré, je ne vous parlerais pas aujourd'hui, ça, c'est assez sûr. Et ensuite, j'ai étudié la pédagogie
dans une école tout à fait traditionnelle, dans une haute école. Parce que j'ai assez vite compris que la technologie, ça représentait vraiment un tremplin pour une personne qui a un handicap. Et je voulais que tout le monde profite de tout ce que les technologies pouvaient apporter à une personne déficiente visuelle, parce que moi-même, j'en profitais chaque jour et que ça me permet de vivre en ne voyant pas grand-chose. Et enfin, je trouvais ça magique. Et donc, j'ai étudié la pédagogie parce que voilà, apprendre à quelqu'un, ça s'improvise pas, quoi. Est-ce que c'était facile de vous enregistrer à l'haute école? Est-ce que à la haute école? Ou est-ce qu'il y avait des soucis à vous intégrer dans cet environnement après avoir fait vos études en école spécialisée? Alors, en fait, il y a eu des complexités que je ne concevais même pas à l'époque. J'ai toujours été un petit peu, peut-être que je faisais les choses à l'envers, j'ai toujours été un peu fonceur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est Hmm. que j'ai d'abord été voir les enseignants, les enseignants avec qui j'allais travailler pour expliquer, OK, alors je ne vois pas bien, mais tout va bien se passer, j'ai un ordinateur, on va pouvoir travailler ensemble. Et ça, je l'ai fait à l'occasion d'une porte ouverte, quoi. Il y avait une porte ouverte où ils présentaient toutes les options possibles, et moi j'ai été voir chaque enseignant. Je ne savais pas exactement avec qui j'allais me retrouver, mais tous les enseignants, en tout cas de cette section pédagogie. Et donc, très vite, eux, ils m'ont dit, mais c'est super, ça va être un beau défi pour nous, et aussi pour les personnes qui seront avec toi, parce que, si un de tes camarades doit t'expliquer une image que toi, tu ne vois pas, pédagogiquement, c'était intéressant, quoi. Et Oui. donc, moi, Ouais. j'étais parti confiant. Je dis, bon, ok, allez, ça va très bien se passer. Et quelques mois peut-être un mois et demi plus tard, je suis retourné à cette école pour m'inscrire cette fois, pour plus l'aspect administratif des choses. Et là, ils n'ont pas voulu m'inscrire. Et ça, parce qu'ils disaient, non, 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 nous, on n'a pas le matériel nécessaire pour adapter, on va pas imprimer en braille tous tes cours, c'est pas possible. Oui. Et moi, j'expliquais, mais pas besoin d'imprimer en braille, pourquoi faire enfin, non. Et ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas. Et donc, en même temps, pendant cette période, je devais m'inscrire, mais je devais trouver aussi un logement. Et donc, tout était lié, vous voyez. Si j'étais pas inscrit Ouais. dans cette école, ça veut dire que tout le projet était remis en question. Et puis, je suis parti. Je dis, bon, ok, il m'inscrit pas, il m'inscrit pas. Et j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à une stratégie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, j'ai la grande chance que dans ma famille, ma marraine est enseignante et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était impossible, que légalement, ils ne pouvaient pas ne pas m'inscrire et que Ouais. si je leur demandais un document, un papier qui dit que c'est pas possible, alors enfin, voilà, ce papier, ils ne pourraient pas le faire. Et c'est ce que j'ai fait et du coup, on a réussi à s'inscrire comme ça, quoi. Wow. Mais, Quelle mais Wow. histoire. ça, c'était remuant. Ouais. Mais bon, c'était remuant, mais juste, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais vu un déficient visuel de leur vie, je crois. Alors avec les professeurs, c'était pas trop difficile en gros? Ben, non, c'était intéressant parce que la chance, c'est toujours que je maîtrisais la technologie et qu'ils étaient rassurés. Et donc, Hmm. le Ouais. tout, c'était de bien s'organiser. C'est sûr que moi, enfin, on leur demandait qu'ils nous envoient les cours, qu'ils m'envoient les cours à l'avance. Et pour être sûr que je puisse ouvrir, que je constate, OK, est-ce que c'est accessible ou pas? Et que si c'est pas accessible, alors j'envoyais ce cours à une personne qui faisait vraiment la retranscription, quoi, qui retapait tout, ou qui Hmm. supprimait les Wow. éléments superflus. Et c'était... Oui, oui, oui. Et donc, parfois, enfin, souvent, ça se passait très bien. Et parfois, ben voilà, il y a des personnes qui ne sont pas organisées, qui seront jamais organisées. Et donc, je recevais les cours le jour même. Wow. Et bon, ça, c'était compliqué, mais
on trouvait toujours des solutions parce que, en fait aussi, moi je prenais note avec mon Mac, avec mon ordinateur à l'école, et tandis qu'à ce moment-là, les autres qui étaient autour de moi, mes camarades, eux, prenaient note ils écrivaient quoi, avec un bic. Et Ah, puis, ils rangeaient tous ces cours, hop, hop, très vite on part, le cours est fini. Et la semaine d'après, oh, je sais plus où j'ai mis mes notes, ou je sais pas me relire parce que j'ai écrit très très vite. ouais. Et moi, je pouvais donner mes notes alors en échange, et eux, en échange, ils m'aidaient sur des choses quand c'était plus compliqué. Et finalement, c'était win-win, quoi. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais. Et ça a ça, du sens. c'était magnifique, vraiment. Et ça, c'était des études qui m'ont très fort passionné, c'était passionnant. Et là, j'ai encore mieux compris pendant cette période l'impact positif que la technologie pouvait avoir aussi en termes d'inclusion, quoi. Parce que c'est un outil qui fait vraiment tomber la barrière de la différence. Parce que quand je suis arrivé dans ces études, ben, ok, c'était un peu le choc, quoi. Parce que précédemment, j'étais dans un environnement tout à fait spécialisé, c'était très confortable. Tout le monde savait que je voyais pas bien. Bon, ok, tout se passait sans trop de difficultés. Et là, chaque jour, je devais expliquer aux enseignants, ok, je ne vois pas bien, on va faire ceci, ça comme ça. Je devais leur donner des conseils pratiques pour que tout se passe bien. Et là, j'ai vu que quand ils ont réalisé que j'utilisais un Mac, comme n'importe qui peut utiliser, alors là, tout de suite, ils étaient moins stressés, plus détendus, et plus Hmm. ouverts à la discussion. Et voilà, et aussi mes camarades que je me suis fait là pendant ces études, ça a vraiment aidé, quoi, la technologie. D'accord. Alors, après, ou plutôt pendant vos études de pédagogie, comment est-ce que vous avez trouvé votre premier emploi? Alors, en fait, en même temps que j'étudiais, je réfléchissais à ce que je voulais faire et quel sens ça avait pour moi, quoi. Est-ce que je voulais faire quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi? Je me suis dit, si je me lève chaque jour pour travailler, il faut que ce soit passionnant, enfin que je m'embête pas, sinon, enfin, voilà, j'ai autre chose à faire. Et donc, euh, Ouais. et donc, je suis resté sur cette idée de permettre à d'autres personnes déficientes visuelles de profiter un maximum de la technologie. Et j'ai écrit, à l'époque, j'étais inscrit sur une liste de discussion par mail, et j'ai écrit ok, mon idée en quelques lignes, que je voulais former d'autres personnes sur les technologies Apple, parce que voilà, et j'ai expliqué, à développer un petit peu. J'ai reçu des réponses d'associations qui m'ont dit, ah, c'est super, et tu peux venir nous voir et on va parler. Et donc j'allais chez eux, je faisais des démonstrations, je suis allé dans ces associations, je faisais des démonstrations, mais ensuite, ben, juste, soit il n'y avait plus rien par la suite, ou soit il disait, OK, tu donnes-nous tes notes, tes choses, on peut continuer à parler, mais il y avait pas, je n'arrivais pas à franchir l'étape de professionnaliser la Hmm. chose. Hmm. Et Est-ce parce que qu'ils moi, vous ont payé pour ces justement, enseignements? non. Non. Et moi, j'ai Wow. toujours pensé que, ben, en fait, si tu travailles, c'est juste normal que tu sois rémunéré. Enfin, Oui, l'exploitation, Oui, c'est bien. oui. Et donc, oui. jusqu'au moment où quelqu'un qui venait de lancer une association pour déficients visuels un petit peu différente des autres, m'a appelé et il m'a dit: «Ah moi ça m'intéresse, on va boire un verre ensemble et puis, raconte-moi un peu le Mac et l'iPhone et cetera». Et donc je vais boire un verre avec cette personne, je lui explique, que c'est génial, que vraiment, il doit acheter ça, que ça va changer sa vie, enfin avec tout mon enthousiasme. Ouais. Et puis le lendemain de Noël, je me souviendrai toute ma vie, j'ai reçu un message, il était écrit, voilà, je viens d'acheter mon Mac, tu peux venir à la maison m'apprendre à l'utiliser. Et si je sais l'utiliser, alors on peut réfléchir à faire quelque chose ensemble. Et pendant cet apprentissage, là par contre, j'étais payé vraiment pour chaque Ah,
Oh. heures de cours. Oui, parce qu'il avait compris, on était sur la même longueur d'onde, quoi, vraiment. Mhm. Et ensuite, tout s'est bien passé. J'ai pu développer ce département de formation technologique, mais aussi m'occuper de tout ce qui était interne à l'association pour que tout le monde puisse voilà, gérer ses mails, enfin, mettre en place tout le côté technologique, mais pour le fonctionnement interne. Et ça, c'était passionnant, c'était super. C'était à la fondation IC. J'arrivais dans une jeune association qui avait 1 an d'existence à l'époque seulement. Et donc, on était tous tout fous, tout enthousiastes à l'idée de développer plein de choses. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça, Wow. c'était. Oui. Alors, c'était à travers la technologie, les listes mail que vous avez trouvé votre emploi de Oui. technologie. Ouais. Et après ça, c'était super, mais j'étais le seul à travailler sur la technologie. Et petit à petit, j'ai commencé à. J'avais envie de relever de nouveaux défis, de voir autre chose. Mais surtout, j'avais envie de me rapprocher de mon domicile. Parce que, à nouveau, ce premier job, il était à Bruxelles et moi, je suis à Namur. Ça veut dire que il y a 1 heure et demie de trajet, à peu Wow. près. C'est Et long. donc, oui, c'est long, ouais. Mais je l'ai fait pendant quand même un petit temps, 7 8 ans, 7 ans. Mais à la longue, je me suis dit, enfin, ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup trop, quoi. Mhm. Vraiment. Mhm. Et j'ai commencé à réfléchir à des moyens pour limiter, pour faire des économies d'énergie. Alors, j'ai fait une demande pour avoir un chien guide. C'était déjà super, ça m'a amené vraiment beaucoup de choses. Mais malgré tout, cette énergie, c'était trop énergivore encore. Mhm. Et Mhm. donc, j'ai cherché à me rapprocher de mon domicile et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler où je suis maintenant. C'est toujours sur la technologie, mais c'est que sur la technologie, mais sur tous les handicaps. Et donc, et là, je suis dans une équipe de 17 personnes, oui. Enfin voilà, il y a plus d'échanges, on est tous des excités de la technologie, c'est différent. Enfin voilà, je devais faire ça, je trouvais ça. Je suis là au CRET, donc, c'est Centre de ressources et d'évaluation sur la technologie et le handicap depuis 2019. Et enfin voilà, je trouve que c'est ma bonne place pour l'instant en tout cas. Mhm. Oui. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette position après avoir terminé votre travail chez IC? Comment est-ce que vous avez trouvé le nouveau boulot ici à Crète? En fait, j'ai préparé la chose petit à petit et le CRET, il avait déjà une collaboration avec la fondation IC. Et donc, quand les choses se sont précisées dans ma tête, j'en ai parlé, je commençais à en parler tout autour de moi, tout le temps, partout, à la recherche de la bonne opportunité. Et on ne sait jamais, enfin, c'est en parlant avec d'autres que les choses viennent, voilà. Et le directeur, mon directeur actuel m'a dit: «Ah, mais moi, ça m'intéresse, ça, si tu veux te rapprocher de ton domicile, on peut regarder ce qu'on peut faire ensemble.» Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais ça veut dire que ça, c'est 50% de mon activité aujourd'hui, c'est de travailler au CREIT. Et vous avez 2 emplois en ce moment et de moitié temps. Et Oui. pourquoi vous avez 2 et pas 1? Ouais. Est-ce que vous avez choisi ça ou comment ça passe? J'ai choisi ça, d'avoir 2 jobs, parce que ma 2e activité, c'est une activité de formateur, mais indépendant. Et, Mm. et en fait, ça me permet comment expliquer ça? De construire autour de moi l'environnement qui est le plus confortable pour moi. Parce Mhm. que, c'est vrai que bosser à temps plein, c'est aussi, enfin, non-stop, c'est une énergie. Tandis que ma partie Mhm. où je suis indépendant, bah, selon, je sais pas, plein de paramètres, je peux parfois travailler un peu moins, parfois travailler beaucoup plus. Et ça, je Mhm. trouve que
on n'exploite pas assez le côté entrepreneuriat c'est vraiment allez, c'est très confortable de pouvoir soi-même aménager son environnement, son horaire, le côté accessibilité aussi de la chose. Mhm. Je trouve que ça, c'est parfait. Et aussi, la deuxième partie de mon travail, elle est moins consacrée au handicap. Et donc, ça me permet ben voilà, de faire d'autres rencontres. C'est toujours la technologie, mais par rapport à l'école. Et donc, mon travail, c'est vraiment de travailler sur l'implémentation des technologies en classe, mais pas sur le prisme du handicap. Évidemment que j'en parle un petit peu parce que, voilà, on ne se refait pas, mais c'est pas mon job principal, quoi. Et Dans là, il y a vraiment l'utilisation de vos études en pédagogie, j'imagine. Ah oui, 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 je reviens à mes affinités. Enfin, Mhm. je suis toujours dedans. Mais à nouveau, si je parle avec un prof, un enseignant qui a jamais vu quelqu'un qui a une déficience, ben, ok, avant de commencer quoi que ce soit, je prends un peu de temps pour installer le climat de confiance, pour le rassurer, voilà, parce que mes clients, sont les profs, mais aussi encore la personne, le public particulier, on va dire, mais qui n'a Mhm. pas d'handicap, lui. Et donc, il faut toujours un petit peu Mhm. Oui. Rassurer un peu. rassurer. Mais c'est Ouais. une force, en fait. Hein, vraiment une force de persuasion, le handicap, finalement. Parce que quand j'apprends à quelqu'un à utiliser un ordinateur ou un smartphone, la personne qui voit ou qui a toutes ses facultés, elle se dit, OK, si lui, il peut le faire et il voit pas bien, moi aussi, quoi. Hmm, Oui. C'est vraiment une d'accord. force. Mm. Alors là, ça me fait penser, est-ce que vous pensez que au cours de votre carrière, votre handicap était un atout? Est-ce que ça vous a aidé avec votre carrière et de quelle manière? Ça m'a aidé, oui, oui, ça m'a aidé parce que des choses comme la créativité, par exemple, ce sont des compétences que l'on recherche grandement dans des sociétés. Il y a même dans les grosses sociétés, ils payent des fortunes pour envoyer leurs collaborateurs aller faire des séminaires pour développer la créativité et tout, alors que quand on a une situation de handicap, par la force des choses, on est créatif, quoi. Parce que Ouais. pour arriver au même résultat que vous, qui vous voyez, allez, si on compare 2 profils similaires, pour arriver au même résultat, bah, forcément, j'ai dû mettre des stratégies en place tout de suite et très tôt. Et donc là, je pense que d'avoir une approche un petit peu différente, ça aide dans une équipe, On, ça va on, aider. on doit adapter tout le temps. Oui. Oui. Oui, et d'être flexible. Euh, parlez-vous un peu des adaptations que vous avez au travail. Alors, lorsque je suis arrivé au Crète, j'avais, j'avais demandé de pouvoir être dans un bureau seul, parce que mon voice-over, mon lecteur d'écran qui parle tout le temps, voilà, je ne voulais pas mettre des écouteurs, dans mes oreilles toute la journée, enfin voilà, parce que sinon à la fin de la journée, on a une tête comme un seau, quoi. Et et ça, c'est quelque chose, qui c'est bon voilà, c'est une adaptation qu'on a pu mettre en place. Sauf que petit à petit, l'équipe a grandi et donc j'ai une collègue qui est venue me rejoindre dans mon bureau et c'est vrai qu'avant qu'elle arrive, je me suis dit: «Oh là là là, comment est-ce que ça va se passer?» J'ai pas enfin la pauvre, moi je vais pas lui imposer voice over toute la journée, enfin c'est pas bien. Mais de toute façon, elle arrivait, j'avais pas trop de choix donc voilà, je devais trouver une solution. Mais en même temps, je comprenais aussi très bien la position de ma hiérarchie qui devait, l'équipe devait s'agrandir, il y a pas assez de place, voilà, on fait tous comme on peut, quoi, vraiment.
Mais Ouais. finalement, ça s'est très bien passé. Ça se passe très bien. Elle s'est faite à VoiceOver. On fait un compromis. Enfin, on trouve des. Parfois, quand j'ai besoin d'enlever mes écouteurs, je vais dans une salle de réunion. Ou enfin, en tout cas, on trouve toujours une solution. Et aussi mon chien, parce que c'est vrai que mon chien me suit partout, du coup, vu que c'est un chien guide. Ouais. Ben, même c'était le stress. Est-ce que ma collègue qui allait arriver, si elle était allergique au chien, j'étais mal parti, quoi. Ça sera un problème. Ouais. Oui. Ouais. Et en fait, ça va, elle adore le chien et tout ça, et c'est parfait. Mais donc, ça, c'est des adaptations plus de logistique. Je demande à mes collègues de toujours remettre les choses au même endroit. Mm. J'aime tout garder à proximité, parce que si je dois commencer à chercher quelque chose et que c'est dans quelque part sur une étagère, dans un local technique, voilà, c'est compliqué, enfin, Mm. je vais peut-être pas trouver tout de suite. Et donc j'essaye de. Ça, c'est une adaptation que je me suis créée moi-même, c'est de tout garder à Mm. proximité. Et, et voilà aussi. Oui. Et aussi, par contre, c'est vrai que la secrétaire de notre ASBL m'aide vraiment beaucoup quand il s'agit de lire des documents papier. Ça nous arrive de recevoir des documents qui ne sont pas numérisés ou des documents qui ne sont pas du tout accessibles au lecteur d'écran. Mm. Oui. Ouais. Et là, c'est une aide vraiment précieuse pour moi, quoi. Elle ne se rend pas compte à quel point elle me simplifie la vie, c'est énorme. Et ça, c'est voilà, que je puisse aller la voir pour lui demander des choses ou de régler, quand il faut remplir des choses complexes, où il y a 48 colonnes sur un tableau. Elle le fait en 2 minutes, moi je vais le faire en 10 minutes. Ben, ok, je vais Ouais. lui demander de le faire, vous voyez. Oui. Ouais. Et chez vous, vous avez dit un des choses que vous aimez le plus avec l'entrepreneuriat, c'est que vous pouvez adapter votre lieu de travail comme vous voulez, euh, à vos besoins, à votre confort, ouais, pour vous, parce Oui. que c'est indépendant. Quelles adaptations est-ce que vous avez mis chez vous ou votre espace de travail pour le deuxième emploi? Alors, pas beaucoup d'adaptations mises en place finalement, parce que je travaille chez moi pour une partie. Et donc ça, c'est très facile. Voilà, je connais mon appartement par cœur. Là, on parle et en Ouais. fait, là, on est en train de parler et là, mon ordinateur, je suis sur mon bar de cuisine en fait. Et, et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses mises en place. Euh, mais qu'est-ce que je peux vous dire? L'adaptation, elle est aussi que quand je dois me déplacer vers les autres, là, effectivement, j'essaye de faire attention à ce que les réunions ou les rendez-vous se fassent dans un lieu qui est accessible en transport en commun, que je peux atteindre Mhm. facilement, ou alors je fais appel au réseau qu'il y a autour de moi, à l'équipe. Comme j'ai la chance de travailler avec Apple, là, on a une équipe, le réseau, c'est magnifique. Enfin, Mhm. tout le monde sait que je ne vois pas bien. Et donc, ils font tous un petit peu attention, mais sans le faire vraiment. Vous voyez, Mhm. je ne sais pas comment expliquer. C'est de manière C'est, naturelle, un peu? oui, oui, même si, bon, ils savent, ils disent, OK, on va faire attention. Mais c'est de manière naturelle et toujours bienveillante. Et parce que très vite, aussi, quand je me rends compte qu'il y a une réunion qui est en train de s'organiser, mais que je vois que ça va se faire, que ça va pas être très simple pour l'accessibilité d'y arriver, je leur dis peut-être que c'est bien si on choisit un autre endroit où Mhm. j'essaye de. Mais parfois, c'est pas possible. Et ça, on doit aussi accepter. On ne peut pas tout rendre accessible tout le temps. Ça, c'est dans un monde idéal, mais en vrai, c'est pas très simple. Donc moi Mhm. aussi, je dois faire un effort et je le fais. Et un effort d'organisation. Et voilà, on trouve toujours des solutions en tout cas. Quel conseil donnerez-vous à une jeune personne en situation de handicap
qui veut travailler, qui veut lancer sa carrière? Je lui dirais d'abord surtout de ne pas écouter les autres, de croire en ses rêves, parce que si tu peux le rêver, ça veut dire qu'il y a une possibilité que tu peux le réaliser, quoi. Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Et je crois que vraiment, euh, personne n'a le droit aujourd'hui de dire à quelqu'un d'autre, écoute ça, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas faire ça parce que c'est pour ton bien, tout ce que tu... Non, si tu as une idée, enfin, il faut y croire, quoi. Et c'est de vraiment d'avoir le courage d'écouter cette petite voix à l'intérieur, là, qui dit, allez, vas-y, fais ça, j'ai envie de faire ça. C'est vraiment ça, c'est de croire en ses rêves, parce que, en fait, si on y croit dès le départ, tout est possible, quoi. Le plus dur, c'est vraiment ça, c'est de croire, d'y croire, et tout commence par là. Si je suis déterminé à atteindre un objectif, rien ne peut t'arrêter. Je dis pas que ça va être facile, ça sûrement pas, mais c'est possible, c'est possible. Ça, c'est ce que toutes ces expériences m'ont appris, en tout cas jusqu'ici, c'est que c'est possible. Ouais, alors lorsque notre première entrevue, vous avez parlé un peu de, de vos conseils pour une jeune personne en situation de handicap pendant l'entretien d'embauche et comment il devrait faire euh, pour, ouais, pour réussir avec cela. Pourriez-vous répéter un peu parce que c'était super intéressant ce que vous avez dit, vos conseils sur cela? Oui, en fait, le handicap, ok, il fait partie, c'est une difficulté qu'on ne doit pas nier, mais c'est juste une difficulté. Et lorsque euh, je postule à un entretien d'embauche, l'objectif premier, c'est de convaincre la personne en face, l'employeur, que c'est moi qui dois engager parce que je suis sa meilleure solution. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est de d'abord parler des compétences, de tout ce que je sais faire, de tout ce que je suis capable de réaliser, de pouvoir montrer des projets que j'ai déjà faits, même si c'est pour un premier job, peut-être que c'est plus compliqué, mais alors de parler des mouvements de jeunesse ou des expériences de vie qu'on a pu vivre et qui étaient intéressantes. Parce que, ok, une fois que le but du jeu, c'est de convaincre que je suis, que je peux vraiment apporter quelque chose en plus, quoi, et de voir comment est-ce que le handicap peut servir peut appuyer le fait que je puisse apporter quelque chose en plus. Par exemple, la créativité, c'est une bonne idée de dire, mais oui, en fait, ma situation de handicap, elle m'a permis de développer encore plus que quelqu'un d'autre la créativité et donc d'essayer d'embrayer là-dessus. C'est d'abord les compétences que je sais faire et après, quand c'est conclu, on va dire, ok, on peut revenir à des choses très pratiques et demander, enfin, et chercher ensemble des solutions, quoi, pour les adaptations, etc. Mais mais c'est d'abord les compétences. Moi, je me mets à la place. Aujourd'hui, je suis du coup indépendant une partie du temps. Et très souvent, je me dis, comment est-ce que moi, je ferais si je devais engager quelqu'un qui a un handicap? Est-ce que je le ferais vraiment? Et Hmm. parfois, c'est dur, quoi. Parce que je me mets à la place d'un directeur, d'une personne qui bosse en RH et qui a jamais vu une personne en situation de handicap de sa vie, qui voit, euh, elle ne voit pas. Ben, ça doit aussi être un choc pour elle. Et donc, enfin, pas la peine de parler de son handicap. Le gars, il a vu que tu voyais pas. C'est déjà assez Hmm. stressant pour lui comme ça. Bon, c'est peut-être pas le moment au premier entretien de tout de suite parler des adaptations, des trucs. En tout cas, c'est ma perception des choses. Je Mhm. sais pas. Je sais peut-être pas. On a chacun son point de vue là-dessus, mais Ouais, mais c'est intéressant parce que, ouais, comme vous avez dit, on commence avec l'argument, oui. pourquoi m'embaucher, et puis on peut parler de ce qu'on a besoin pour me soutenir, mais
au début, Oui. vraiment, c'est de convaincre. Ouais, ça a Et du ça, sens. on a du chemin vraiment à parcourir là-dessus, parce que au niveau de l'éducation et de toutes les activités qui peuvent, que le secteur associatif met en place pour soutenir l'indépendance de la personne déficiente visuelle, je trouve que là, il y a encore un manque. Il faut apprendre aux gens, aux personnes à se rendre attractifs, à se vendre, à parler. Enfin, il faut essayer de. Moi, je rêve un jour de pouvoir faire du mentoring ou je sais pas quoi, Hmm. pour expliquer que, allez, pour permettre aux personnes de prendre conscience qu'elles ont plein de choses, plein de capacités qu'elles peuvent exploiter. Et on fait beaucoup de sensibilisation vers les entreprises, mais jamais vers la personne qui est concernée par son futur job, quoi. Et ça, Hmm. c'est dommage parce qu'on loupe, enfin, on pourrait faire des choses magnifiques. Je voulais juste demander maintenant, parce que vous avez parlé beaucoup de votre réseau, de comment vous avez trouvé des emplois en parlant avec des personnes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le rôle du Oui. réseautage euh, avec les emplois et surtout pour les personnes en situation de handicap? Quelle est la relation entre le réseautage et ben, la réussite Oui, professionnelle? oui, En fait, c'est l'élément le plus important. Vraiment, je crois que c'est l'élément le plus important. La réussite, c'est un carnet d'adresses, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, que l'on soit en situation de handicap ou non. C'est pareil pour tout le monde. Mhm. Mais encore plus, c'est encore plus important pour nous parce parce que en fait, euh, comment expliquer ça? On part, si vous voulez, pas avec les meilleures cartes, ne pas avoir une vision parfaite, c'est quand même, c'est pas la meilleure carte qu'on puisse avoir. Mhm. Et donc, pour réduire, si je peux m'exprimer comme ça, la difficulté, ah ben, c'est obligatoire de pouvoir s'entourer d'un réseau, quoi. C'est obligatoire. Euh, Moi, je me suis parfois dit, parfois on se pose beaucoup de questions sur soi-même et c'est vrai que les études, c'est important aussi. Mais quand je regarde autour de moi, je connais des personnes qui sont vraiment intellectuellement brillantes, quoi. Vraiment, je suis admiratif, mais elles ne peuvent pas faire une tartine, quoi, seules. Enfin, c'est pas façon de parler, ça veut dire. Elles n'ont pas tous les codes sociaux ou la capacité de prendre le meilleur qu'elle va trouver chez chaque personne. Et donc, en fait, même si elles sont brillantes, qu'elles savent faire plein de choses, ah ben, elles ne trouvent jamais de job, malheureusement. Et donc, Mhm. c'est très important, ce côté réseautage. C'est juste, c'est juste essentiel, quoi. Parce que aussi, c'est surtout la réalité de la vie qui fait que vivre en situation de handicap, c'est un vrai sport d'équipe. Chaque Mhm. personne que je rencontre autour de moi, c'est grâce à chaque personne qui est sur mon chemin que j'ai pu me développer. Vous voyez, seul, je n'aurais rien pu faire. C'est aussi certain. C'est comme un. Moi, je vois ça comme une équipe de foot un peu, vous voyez. Chacun fait des passes, tac, 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 tac. Et puis, boum, le but final. Vous avez parlé beaucoup, ben, tout au début de notre conversation aujourd'hui, vous avez dit que la technologie peut être un outil de l'inclusion, mais aussi un outil de l'exclusion si c'est mal fait. Oui. Avez-vous des exemples, des petites hmm. anecdotes ou histoires que vous pouvez partager pour illustrer ces deux côtés de la technologie? Oui. Nous demandons des détails maintenant. Ok, ok, ok. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, l'exemple positif, pour moi en tout cas, c'est que quand j'ai quand j'ai postulé pour travailler avec Apple, j'ai dû réaliser tout un processus pour passer un examen, etc., etc. Et comme c'était Apple, je ne pensais pas du tout à l'accessibilité parce que tout était accessible, c'était magnifique. Et ça m'a permis de passer, de faire tout ce circuit de manière décontractée, enfin en tout cas, oui, oui, décontractée.
Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, OK, si je ne réussis pas maintenant cet examen, ah ben, je suis certain d'une chose, c'est que c'est pas parce que les choses ne sont pas accessibles. C'est juste que peut-être que j'ai pas assez étudié, peut-être que je sais pas, que c'est peut-être pas fait pour moi, ou peut-être, je sais pas, mais c'était pas à cause de quelque chose qui n'était pas accessible. Parce que c'est vrai que même quand on fait des études, hein, quand on rate un examen, c'est pas toujours très simple de savoir, OK, est-ce que j'ai raté parce que il manquait une adaptation, un aménagement, ou parce que juste je suis un être humain et qu'aujourd'hui c'était pas mon jour, ou que j'ai pas envie, ou que, enfin voilà. C'est pas toujours très simple de voir ça. Ouais. Ça, donc pour moi, c'était un bon exemple de quand tout est accessible, une technologie accessible fonctionne, ben, euh, on est sur le même pied en termes d'égalité des chances, quoi. Vous voyez? Mhm. Ça, Mhm. c'était un exemple. Je trouve que c'est positif. Par contre, pendant le Covid, on a dû, enfin, tous, on a dû se faire vacciner. Et au tout début, la plateforme en ligne pour bloquer la date de vaccination, ah ben, elle était pas accessible. Et qu'est-ce que je fais avec What? ça? Waouh! Choquant! Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'il fallait faire un, je sais plus ça date, hein, mais il y avait un captcha ou je ne sais plus quoi, quelque chose. Et donc, Ouais. qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que j'avais un numéro de téléphone, mais ça répondait jamais. Bien Oh sûr. mon Dieu! Et, Prendre oui. et quoi? Et moi, je suis là, seul, et qu'est-ce que je fais? En plus, c'était le confinement. Qu'est-ce que euh, vous avez fait? j'ai j'ai- j'ai envoyé un, j'ai en- j'ai envoyé un de mes collègues, et je lui ai dit, il a fait ça avec moi, avec son téléphone, parce que lui, il voyait et tout, ça marchait très bien. Heureusement, encore une fois, le réseau, heureusement, quoi. Oui. Heureusement. Mais allez, ça, c'est dramatique. Enfin, ça peut pas arriver au 21e siècle, ça, je comprends pas, quoi. Terrible! Je ne comprends pas ça, comment. Allez, Non. mais bon, c'était comme ça. Quoi d'autre? Une autre chose, euh, c'est une facilité pour une personne qui a un handicap, peu importe lequel, de faire des courses en ligne, quoi, vous voyez? Oui. Hmm. Parce que enfin, ça arrive livré chez vous, et voilà. Mais c'était encore plus important pendant le Covid, parce qu'il y avait des distances à respecter au magasin, Ouais. etc. Donc c'était encore plus important pour nous de pouvoir faire des courses en ligne, quoi. Mhm. Mais sauf que si les magasins, ils développent pas les applications de manière full accessible, ah ben, ça m'embête encore plus que d'habitude, hein. Mmh. Wow. Et ça, Wow. donc, la technologie, c'est super, mais attention, parce que moi, je suis un addict du numérique, j'adore ça, mais je suis aussi un addict de pouvoir accéder à une solution humaine quand j'en ai besoin, ou juste d'avoir le choix, quoi, parce que enfin, sinon, s'il y a que la technologie et qu'elle est mal pensée, ben, je suis Oui, bloqué. Et oui. aussi, la technologie, c'est super, mais ça n'enlève jamais l'expérience humaine. Par exemple, si je dois remplir des papiers euh, pour la santé, je sais pas, pour me faire rembourser un traitement, je sais pas quoi, Mmh. ok, je peux le faire en ligne, ok, mais moi je ne suis pas expert médical, et donc je vais remplir quelque chose qui me semble, qui se rapproche de ce que je connais le plus, ou qui me semble le plus cohérent avec ma réalité de vie. Mmh. Si je fais la même chose avec une personne qui a l'expérience de se remplir tous ces papiers, elle va me dire, non, mais vous, c'est plutôt ça que vous devez remplir parce que, et elle va m'expliquer Hmm. l'histoire. Et donc, Ouais. vous voyez, c'est important et ça va jamais, la technologie va jamais remplacer ça. Mmh. Jamais. Mhm. Oui, Donc, c'est Ouais. super d'avoir une alternative, d'avoir les deux, quoi, le choix, oui. vraiment. Et les personnes
aussi disent que c'est important que tous les softwares être au courant. Oui, Oui. tout le temps. Et ça c'est important aussi. Et les patrons peut-être ne savent pas ça. Oui, ou ils ne veulent pas payer pour une autre version, de bêta, whatever. Oui, Mais oui, ça c'est difficile pour les aménagements, oui, de temps en temps. Parce que en fait aussi le monde du travail, il a vraiment, allez, en 10 ans, c'est la révolution. Il a changé terriblement. C'est-à-dire que si je cherche à contacter, par exemple, une banque, parce que l'application de la banque, elle n'est pas accessible, ok? Je fais Oui, ça avec plein de bonne volonté. J'ai envie de donner des conseils, de montrer, mais la banque, elle va dire, ok, j'entends ce que tu me dis, mais c'est pas moi qui construis l'application. Il y a 4 sociétés qui sont là autour en train de construire l'application. Et donc tout est Ouais. externalisé. Et oui. donc, en fait, je ne sais jamais atteindre la bonne ressource, quoi. Vers qui je me retourne, vous voyez? Wow. Ouais, c'est Ouais, devenu beaucoup plus complexe. Oui. Ouais, Et ouais. ça, c'est vrai. c'est aussi, il faut faire un peu attention à ça. Quelle est la racine de votre désir d'avoir des emplois, tu penses? Grâce à quoi? Euh, D'abord, grâce à mes parents, ça c'est certain. Parce que depuis toujours, j'entends, quand tu seras grand, tu feras comme tout le monde, tu iras travailler, blablabla. J'ai entendu ça, je sais pas combien de fois. Donc pour moi, c'était une évidence que ça se passait comme ça, parce qu'on m'a toujours raconté ça. Mais aussi, c'est la passion j'ai envie d'aider les autres, et donc c'est la passion de la technologie et de ce que ça peut apporter qui me pousse à ça. Mais c'est surtout l'éducation, comment on m'a montré les possibles. Je crois que la racine, elle est vraiment là, c'est dans l'éducation. Dans l'éducation, oui. Parce que c'est sûr que si j'entends tous les jours, écoute, ça va pas être facile, c'est mieux que tu restes à la maison. Bah, si tu l'entends tous les jours, tu vas finir par le croire, quoi. Ouais, ouais. Ok, voulez-vous ajouter un dernier mot avant qu'on termine ou non? Oui. Avez-vous d'autres anecdotes que D'autres? vous pensez illustrer bien vos expériences, d'autres avis ou conseils à partager? Non, je pense que juste que enfin, ce que chacun doit garder à l'esprit, c'est que dans chaque difficulté, dans chaque complexité, il y a une opportunité de se développer. Ça, j'en suis persuadé de ça. Et donc, Hmm. vu comment le monde il est de plus en plus complexe, il y a plein d'opportunités là qui sont devant nous, plein de défis à réaliser. Et ça, c'est quelque chose, c'est passionnant, quoi. Moi, je trouve c'est gai de voir qu'il y a plein de choses à résoudre et que on a la possibilité, nous, euh, personnes en situation de handicap, de faire partie de la solution et on doit le faire. C'est parce que l'accessibilité, c'est une responsabilité partagée, quoi. Et Oui. on est vraiment responsable aussi, nous, qui vivons ça au quotidien, de contribuer à un monde plus accessible. Et on peut le faire, ça, c'est certain. Et donc, enfin voilà, on se doit de faire ça, je trouve. Et finalement, voilà, enfin, si chacun croit à ses rêves, je suis sûr que enfin, le Hmm. monde va s'améliorer, quoi, c'est certain. Alors, on a commencé la deuxième saison de Broadcastability avec un invité belge. C'est parce que la Belgique est un des 5 pays qu'on a étudiés au sein du projet Proud afin de mieux comprendre les facteurs qui favorisent la réussite professionnelle des personnes en situation de handicap. Vincent est un invité idéal parce qu'il est une personne dite ordinaire. Il n'est pas un super-héros ni une vedette, c'est juste un homme qui est passionné des technologies, qui travaille dans le domaine des technologies et qui est aussi non-voyant. Alors, Vincent, c'est vraiment un homme qui paraît extraordinaire, justement parce qu'il travaille de manière ordinaire dans un monde qui ne facilite pas la vie pour les personnes handicapées. Oui,
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que Vincent n'a jamais douté du fait qu'il allait travailler. Il explique que les attitudes de sa famille et surtout de ses parents ont profondément influencé ses propres attentes relatives à sa future carrière. De plus, son parcours démontre d'un côté l'importance de l'éducation pour les personnes handicapées qui souhaitent travailler et d'autre côté toutes les barrières à l'éducation auxquelles les personnes handicapées font face. Oui, j'étais choquée qu'il a dû rappeler à l'école le fait qu'il ne pouvait pas discriminer contre les étudiants handicapés. Cependant, en même temps, Vincent insiste sur le fait que l'éducation seule n'est pas suffisante pour garantir la réussite professionnelle. Il souligne aussi l'importance des aptitudes sociales. Oui, et il dit que c'est grâce à la décision que ses parents ont prise de lui envoyer à l'école spécialisée pendant la journée, mais de lui faire revenir au foyer le soir et les week-ends, qu'il a développé les compétences nécessaires pour les dits, contextes sociaux dits handicapés et de même pour les contextes sociaux dits valides. Oui, c'est intéressant parce que la plupart des personnes qui ont participé à notre étude de recherche ont vécu des expériences similaires. Ils avaient un pied dans chaque monde, quoi. Et de plus, Vincent fait partie d'une autre tendance que nous avons notée, où les personnes non-voyantes travaillent souvent dans le domaine des technologies. Oui, c'est une tendance très intéressante, surtout parce que, comme le dit Vincent, les technologies peuvent être des outils d'inclusion ou d'exclusion. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes non-voyantes et déficientes visuelles qui travaillent dans le domaine des technologies, justement pour faire pencher la balance vers l'inclusion. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode de Broadcastability. Vous pouvez nous trouver sur Internet à fr.theproudproject.ca. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Le podcast Broadcastability est réalisé par le projet Proud à Scarborough College à l'Université de Toronto en partenariat avec la station radio Indie 88 à Toronto, l'association Disability Rights UK et le projet de recherche SORD, recherche sociale avec les personnes sourdes à l'Université de Manchester. La Dr Chloe Atkins et Isabelle Avakumovic-Panton sont les animatrices de la deuxième saison de Broadcastability. La musique a été composée par Justin Laurie. Isabelle Avakumovic-Panton a réalisé le montage de cet épisode. Nous remercions l'Université de Toronto Scarborough ainsi que nos partenaires communautaires, la station radio Indie 88, l'association Disability Rights UK et le projet de recherche SORD à l'Université de Manchester d'avoir soutenu la réalisation de ce podcast. Nous tenons également à remercier nos organismes subventionnaires, le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada et TechNation pour leur soutien financier.